Mes parents ont dit que ma voiture, payée avec 7 ans de pourboire, était un bien familial. Puis, ils ont aidé ma sœur à m'abandonner dans le désert. J'ai montré à l'officier ce qu'il y avait sur le téléphone de maman. Le soleil tape comme un marteau sur une enclume, chaque rayon brûlant ma peau exposée pendant que je trébuche en avant. J'ai la gorge comme du papier de verre, ma langue est enflée et inutile dans ma bouche. Je vérifie à nouveau mon téléphone, une barre de réseau vacillante qui apparaît et disparaît tel un mirage. S'il vous plaît, je murmure à personne, ma voix perdue dans l'immensité vide de la garrigue provençale. Connecte-toi, s'il te plaît. J'appuie sur le bouton d'appel d'urgence pour la 5e fois, fixant l'écran avec une intensité désespérée. L'appel échoue immédiatement. Encore une fois. Il y a 45 minutes, la vie était normale. Isabelle et moi rentrions d'Avignon en voiture, la climatisation luttant contre la chaleur de l'après-midi. Odette. Je crois qu'il y a un problème avec le pneu, avait dit Isabelle, d'une voix désinvolte, sans inquiétude. Tu peux vérifier? J'ai cru entendre quelque chose. Je m'étais garé sans poser de questions, la bonne sœur, celle sur qui on peut compter. Dès que mes pieds ont touché le gravier, je me suis penché pour examiner le pneu avant, qui était en parfait état. Alors que j'examinais le pneu, 10 secondes plus tard, le moteur a vrombi. Quand je me suis redressé et retourné, la poussière tourbillonnait déjà autour de moi, le visage d'Isabelle flou derrière le pare-brise de ma Clio, ma voiture, alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Je suis resté figé, mon esprit refusant d'assimiler ce que mes yeux avaient vu. Ma sœur venait de m'abandonner en pleine campagne. Je trébuche maintenant sur une pierre, me rattrapant avant de tomber. Le souvenir de ces papiers trouvés dans le bureau de papa la semaine dernière brûle plus fort que le soleil au-dessus de ma tête. Des reçus de frais d'école de commerce pour Isabelle, des milliers d'euros soigneusement classés pendant que je faisais des doubles services au bistrot de Marthe pour payer mon propre BTS. 7 ans à servir des tables, à économiser chaque pourboire, à travailler les jours fériés et les week-ends pour enfin acheter cette Clio d'occasion. Ma voiture. Ma liberté. Mon seul vrai bien. Juste le temps que je me remette sur pied, avait dit Isabelle la première fois qu'elle l'avait emprunté sans demander. Puis la 2e fois. Et la 10e. J'avais finalement tenu tête lors du dîner il y a 3 soirs, les paumes à plat sur la table de la cuisine. Je vends la voiture. J'ai une offre d'emploi à Marseille. Le silence avait été immédiat, lourd. Maman et papa avaient échangé un regard que j'avais vu 1000 fois auparavant. C'est la voiture de la famille, Odette, avait dit papa. Pas une question, mais l'énoncé d'un fait. Mais la carte grise est à mon nom, avais-je répondu, les papiers serrés dans ma main comme un bouclier. C'est moi qui l'ai payé. Chaque centime. Ta sœur en a plus besoin que toi, avait ajouté ma mère, le refrain familier qui m'avait suivi depuis l'enfance. Quand Isabelle allait en colonie de vacances pendant que je restais à la maison pour aider. Quand Isabelle avait de nouveaux vêtements pour la rentrée alors que je recevais les anciens. Quand les études d'Isabelle étaient payées pendant que je travaillais, étudiais et travaillais encore plus. Les souvenirs se brouillent tandis que les vagues de chaleur ondulent sur le sol aride. Je pense à ma chambre d'enfant, aux murs nus alors que celle d'Isabelle débordait de posters et de trophées. Je pense aux clés qui manquaient toujours dans mon sac à main. Aux projets annulés parce que Isabelle a besoin de la voiture ce soir au point j'avais finalement dit non hier quand Isabelle avait de nouveau demandé à emprunter la voiture. Un simple mot qui m'avait donné l'impression d'avaler du verre brisé. Non. Le visage de papa s'était immédiatement assombri. La famille passe avant tout dans cette maison, Odette Marie. Tu le sais. Les yeux de maman s'étaient remplis de larmes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'avais regardé l'un puis l'autre. Ces gens qui m'avaient élevé en me faisant croire que je méritais moins que ma sœur. Et quelque chose avait changé en moi. Toute une vie a plié jusqu'à presque rompre. La voiture est à mon nom, avais-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. J'ai travaillé pour l'avoir. C'est moi qui déciderai de ce qu'il en adviendra. Le choc sur leur visage avait presque valu le froid qui avait suivi. Le traitement par le silence pendant que je me préparais à dormir. Presque. Pas au point de mériter ces à point et maintenant, alors que la réalité me frappe de plein fouet, je protège mes yeux du soleil, scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe de civilisation. Rien que des garrigues et des chênes kermesse. Mon téléphone n'affiche plus aucun service. Pas même une barre vacillante de faux espoirs. L'ironie ne m'échappe pas.
Toutes ces années à travailler pour mon indépendance, et me voilà, complètement dépendante de la pitié d'étrangers, si par hasard quelqu'un passait sur cette portion de départementale désolée. Mon pied se prend dans quelque chose et cette fois, je tombe, les mains écorchées par le sol rugueux. Je sens le goût du sang en me relevant, les jambes tremblantes d'épuisement. La famille avant tout. Les mots résonnent dans ma tête, prenant un nouveau sens à chaque pas douloureux. Oui, la famille avant tout. Mais après aujourd'hui, je redéfinis ce que signifie la famille. Si je survis à ce coin perdu, si je parviens à regagner la civilisation, plus rien ne sera jamais pareil. Je ne serai plus jamais l'Odette qui donne et donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La carte grise de ma voiture est toujours dans mon portefeuille. Pressée contre ma hanche pendant que je marche. Ma voiture, ma vie, mon choix. Je fais un autre pas en avant, puis un autre. L'horizon ondule dans la chaleur, mais je continue d'avancer. Je dois croire que quelque chose de mieux m'attend au-delà de ce paysage aride. Je dois croire que quelqu'un m'aidera. Je dois croire que je vaux la peine d'être sauvé. 5 km plus loin, j'ai enfin réussi à capter un signal. Je compose le 112 et demande de l'aide. 10 minutes plus tard, les gendarmes et une ambulance sont arrivés, m'ont soigné et m'ont emmené à la brigade de gendarmerie la plus proche. Maintenant, la main du gendarme Dubois sur mon épaule est ferme, le premier geste de bonté que j'ai ressenti depuis des heures. La climatisation de sa voiture de service rafraîchit ma peau brûlée par le soleil alors qu'il me tend une bouteille d'eau. Madame, abandonner quelqu'un en pleine nature est une infraction grave, dit-il d'une voix douce mais ferme. Votre sœur pourrait faire face à des poursuites pénales. J'avale l'eau, ma gorge toujours irritée. Elle m'ajuste. Laissez-la. Les mots sonnent creux, inadéquats pour décrire la trahison. Mademoiselle Moreau, ce n'était pas seulement imprudent. Le gendarme Dubois tapote l'écran de son ordinateur. Votre sœur a 3 accusations antérieures pour conduite dangereuse, toutes payées par vos parents. Ma main se fige à mi-chemin. Quoi? Il tourne l'écran vers moi, et voilà, le nom d'Isabelle. 3 incidents distincts. Des amendes totalisant plus de 2000 €, toutes marquées UPA.D. Comment ai-je pu ne pas le savoir? La question m'échappe, plus pour moi-même que pour lui. Les familles peuvent garder des secrets, dit-il en m'observant attentivement. Surtout quand il y a de l'argent en jeu. Mon téléphone vibre dans le porte-gobelet où il charge. J'avais à peine assez de batterie pour passer l'appel d'urgence quand un camionneur m'a finalement repéré sur le bord de la route. 3 appels manqués de maman. 5 de papa. Un SMS d'Isabelle. Il panique. Reviens à la maison et on pourra arranger ça. Soudain, une rafale de messages arrive. Ma mère m'a accidentellement ajouté à une discussion de groupe que je n'avais jamais vue auparavant. Je fais défiler l'historique des messages, cherchant une explication. C'est là que je vois le schéma de leur plan. Elle s'entête à propos de la voiture. Il faut lui donner une leçon. Mon estomac se noue. Je continue de faire défiler. Papa, ne fais rien de radical. Maman, rassure-toi juste que la voiture reste dans la famille. Si elle ne peut pas la vendre, elle ne peut pas partir. Isabelle, je m'en occupe. Elle réalisera qu'elle a besoin de nous. Le gendarme Dubois remarque que mes mains tremblent. Mademoiselle Moreau? Tout va bien? Ils l'ont planifié, je murmure, en tournant le téléphone pour qu'il puisse voir. Il voulait me laisser en plan. Ah. Son expression se durcit en lisant. Cela change les choses. C'est prémédité. Abandon et utilisation non autorisée d'un véhicule. Je ferme les yeux, les souvenirs m'envahissant comme la chaleur du soleil. Les prêts familiaux que l'on m'a poussé à faire, 500 € pour le voyage de ski d'Isabelle, 300 € pour sa facture de téléphone quand elle avait dépensé son argent en billets de concert. Le solde de mon compte flirtant perpétuellement avec le zéro pendant que je payais les dépenses familiales. J'ai gardé tous les reçus, je murmure en ouvrant les yeux. Chaque relevé bancaire. Je ne savais pas pourquoi je les gardais. C'était intelligent, dit le gendarme Dubois en tapant quelque chose sur son ordinateur. La documentation est importante dans des cas comme celui-ci. Des cas? Le mot semble étranger sur ma langue. L'exploitation financière accompagne souvent la violence psychologique. Il parle de manière factuelle, sans jugement. Votre carte grise et votre assurance sont à votre nom? J'hoche la tête, sortant mon portefeuille de ma poche. La carte grise est toujours là, pliée et usée mais intacte.
J'aimerais vous présenter quelqu'un, dit-il en démarrant la voiture de service. Le juge Martin vient régulièrement à votre bistrot, je crois? Il offre des consultations juridiques gratuites. Mon travail de serveuse temporaire, depuis 7 ans. Combien d'opportunités avais-je refusées parce que la famille avait besoin de moi? Le poste de gérante que j'ai refusé l'automne dernier. Les cours du soir que j'ai abandonnés quand Isabelle avait besoin d'un transport pour ses soirées. J'ai une amie, dis-je soudain, me surprenant moi-même. Jacqueline, du travail. Elle a mentionné une fois qu'elle avait une chambre de libre. Le gendarme Dubois hoche la tête. Bien. Vous ne devriez pas retourner dans cette maison ce soir. Mon téléphone vibre à nouveau, papa appelle. Je le mets en sourdine. Il faudra récupérer votre voiture, poursuit le gendarme Dubois. Je peux vous y escorter demain. La pensée de leur faire face me donne la nausée, mais je redresse les épaules. Ce soir. Je veux ma voiture ce soir. 1 heure plus tard, nous nous garons dans l'allée de mes parents. Ma Clio est à sa place habituelle, poussiéreuse des routes de campagne. Jacqueline attend dans sa Peugeot au bord du trottoir, une promesse silencieuse de sanctuaire. Maman ouvre la porte avant que nous ne l'atteignions, ses larmes de crocodile déjà prêtes. Odette. Dieu merci, tu es saine et sauve. On s'est fait tellement de soucis. Derrière elle, papa se tient les bras croisés. Isabelle jette un coup d'œil depuis le couloir, son expression illisible. Mademoiselle Isabelle Moreau, la voix du gendarme Dubois porte une autorité que je n'ai jamais possédée. Je dois vous parler de l'abandon de votre sœur dans une situation potentiellement mortelle. C'était juste un malentendu, intervient maman en tendant la main vers mon bras. Je recule, ses doigts attrapant le vide. Nous avons les messages textes, Madame Moreau, dit calmement le gendarme Dubois. La couleur quitte son visage. Je prends ma voiture, dis-je, ma voix plus stable que je ne le pensais. Et mes affaires. Tu ne peux pas juste. Commence papa. En fait, si, monsieur, elle le peut, l'interrompt le gendarme Dubois. Le véhicule est immatriculé à son nom. L'utiliser sans sa permission est une infraction pénale. Isabelle s'avance, les larmes aux yeux. Odette. Je suis désolé. Je n'ai pas réfléchi. Garde ça pour toi, je la coupe. J'ai vu les messages. 10 minutes et une petite valise plus tard, je me dirige vers ma voiture, les mains tremblantes en la déverrouillant. Le gendarme Dubois supervise pendant que je transfère mes biens essentiels sur la banquette arrière, vêtements, documents, la petite boîte contenant mon livret d'épargne. Quand je glisse derrière le volant, mes mains s'agrippent au volant comme à une bouée de sauvetage. Dans le rétroviseur, je vois ma famille figée sur le seuil, leur façade parfaite finalement fissurée, sous la pression du gendarme Dubois. Je m'éloigne en suivant les feux arrière de Jacqueline, vers un futur soudainement, terrifiant, qui m'appartient. 2 semaines plus tard, après avoir emménagé chez mon ami, les chuchotements me suivent comme une ombre à travers le bistrot de Marthe. Ils s'accrochent aux banquettes en vinyle usé où j'ai servi d'innombrables assiettes de bœuf bourguignon et de tarte tatin pendant 7 ans. Avez-vous entendu parler de la fille de la pauvre Marianne? La voix de Madame Dupont porte depuis la table 8, intentionnellement assez forte pour que je l'entende en remplissant les tasses de café. Apparemment, elle fait une sorte de dépression, elle a quitté la maison sans un mot. Je stabilise la cafetière, les jointures blanches autour de la poignée, encore 3 tables. Eh bien, après ce qui s'est passé dans la garrigue, répond sa compagne, la voix baissée en un murmure théâtral, Franck de la gendarmerie a dit que l'histoire d'Isabelle tenait la route, la fille est instable depuis des mois. Le café déborde du bord d'une tasse, manquant de peu le journal de Monsieur Lefebvre. Il lève les yeux, offrant un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Pas de souci, Odette, j'ai entendu dire que tes parents s'inquiètent à mourir pour toi. Le bistrot semble soudain trop petit, l'air trop épais. 2 semaines depuis l'abandon, depuis que le gendarme Dubois m'a conduite à l'appartement de Jacqueline avec ma voiture sauvée. 2 semaines que les histoires soigneusement cultivées de ma mère se répandent dans notre petite ville de 8000 âmes. Plus de crème, s'il vous plaît, ajoute Monsieur Lefebvre, étudiant mon visage avec une intensité inconfortable. J'hoche la tête et me retire au comptoir où Jacqueline travaille à la caisse, ses yeux me suivant avec inquiétude. Des vautours, marmonne-t-elle. Tous. La cloche au-dessus de la porte teinte. Mon père entre, son costume du dimanche pressé et parfait à 14h un mardi. Le bistrot se tait, les conversations s'arrêtent, les fourchettes planent en l'air,
et chaque regard observe cette performance publique. Odette, sa voix porte le poids de l'autorité qu'il a exercée toute ma vie. Ta mère n'a pas dormi depuis que tu es parti. Cette client, 3 serveuses et Marthe elle-même font semblant de ne pas écouter. Je sens mes épaules se courber, la posture familière pour me faire plus petite en sa présence. Il faut qu'on parle, ma fille. En privé. Je jette un coup d'œil à Marthe, qui se tient les bras croisés derrière le comptoir. Elle fait un signe de tête subtil vers le couloir arrière. La permission de m'éloigner. Plus que ça. La permission de choisir. Je travaille, papa. Ma voix semble étrangère à mes propres oreilles. Stable, certaine. Mon service se termine à 16 heures. Ses yeux se plissent légèrement, balayant le bistrot avant de revenir sur mon visage. Ça ne te ressemble pas, Odette. Nous t'avons mieux élevé que ça. Mieux que quoi, exactement? Les mots s'échappent avant que je ne puisse les retenir. Un muscle tressaille dans sa mâchoire. Ta mère a le cœur brisé. Je suis désolé de l'apprendre. Et une partie de moi l'est vraiment. La fille dévouée qu'ils ont cultivée vit toujours en moi, chuchotant que les bonnes filles ne causent pas de peine à leur mère. On peut en discuter à la maison. Où est ta place? La maison. Le mot atterrit comme un coup de poing. La maison où les murs de ma chambre sont restés nus tandis que ceux d'Isabelle débordaient de trésors. Où mes chèques de paie disparaissaient dans des urgences familiales qui, curieusement, tournaient toujours autour de ma sœur. Ma maison est chez Jacqueline en ce moment. Les yeux de papa se durcissent. La famille soutient la famille, Odette Marie. Oui. Je croise son regard carrément. Ils le font. La porte du bistrot tinte à nouveau, et mon cœur se serre alors qu'Isabelle entre, les yeux rougis et bouffis. Sa vulnérabilité étudiée attire immédiatement la sympathie de la salle. Ma sœur, qui m'a laissé pour morte dans la garrigue, maintenant l'image du remords dans sa robe d'été bleu pâle. Odette, murmure-t-elle, la voix parfaitement cassée. S'il te plaît. Elle s'approche lentement, consciente de notre public. Mes clients habituels du mardi regardent avec un intérêt non dissimulé, le drame de la famille Moreau se jouant entre le service du déjeuner et celui du dîner. J'ai essayé de t'appeler, continue Isabelle, des larmes coulant sur ses joues. Je sais que ce que j'ai fait était terrible. J'ai eu peur et j'ai été stupide. Et je n'ai pas réfléchi. Je ne dis rien, sentant le poids des attentes de tous ceux qui regardent. Le scénario exige le pardon maintenant, la sœur aînée magnanime embrassant la cadette prodigue. Je vois quelqu'un, continue Isabelle, la voix baissée. Un thérapeute. J'ai des problèmes de jalousie. Avec le fait que tu aies des choses que je n'ai pas, Monsieur Robert au comptoir hoche la tête avec approbation. Madame Dupont s'éponge les yeux avec une serviette. S'il te plaît, rentre à la maison, termine Isabelle en tendant la main vers la mienne. Maman a besoin de toi. Papa a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ces temps de service m'ont appris à lire les gens. Cette performance n'est pas pour moi, elle est pour notre public. Pour les chuchotements qui suivront, avez-vous vu comment cette pauvre fille a supplié pour son pardon alors que sa sœur est restée là, de marbre? Je suis contente que tu te fasses aider, dis-je finalement, reculant pour éviter son contact. Mais je ne peux pas rentrer à la maison maintenant. Le visage de papa s'assombrit. Ta mère est une adulte qui s'en sortira, je l'interromps, me surprenant à nouveau avec cette nouvelle voix. Cette nouvelle force. Je dois finir mon service. La voiture, dit-il doucement, délibérément. Nous avons participé au paiement. Un rire m'échappe avant que je ne puisse le rattraper, aigu et inattendu. Non, papa, ce n'est pas vrai. Je saisis mon sac sous le comptoir, en sortant un dossier usé que je transporte tous les jours depuis l'incident. Le poids physique de celui-ci dans mes mains me donne du courage. J'ai tout gardé, je lui dis en ouvrant le dossier pour révéler des rangées de reçus de paiement s'étalant sur 7 ans. Chaque service. Chaque pourboire. Chaque paiement. Tout est documenté. Le choc qui traverse son visage vaut chaque coupure de papier due à l'organisation de ses archives tard le soir sur la table de la cuisine de Jacqueline. Vaut chaque heure passée avec le juge Martin à apprendre sur la manipulation financière et la documentation. C'est ridicule, balbutie papa. Nous sommes ta famille. Oui, vous l'êtes, je ferme doucement le dossier. Et ceci est ma limite.
Le bistrot est devenu complètement silencieux. Je sens Jacqueline se déplacer pour se tenir à côté de moi, sa présence solide et sûre. Je pense que vous devriez partir maintenant, dit Marthe de derrière le comptoir, sa voix ne souffrant aucune contestation. Odette a des clients qui attendent. Le visage de papa rougit. Les larmes d'Isabelle sèchent remarquablement vite alors qu'elle réalise que sa performance a échoué. Ce n'est pas fini, dit papa doucement. En fait, je réponds, si. Après leur départ, Marthe pose sa main sur mon épaule. Prends 10 minutes. Ensuite, la table 12 a besoin de plus de café. Dans le couloir arrière, je m'appuie contre le mur, mon cœur battant contre mes côtes. Mon téléphone vibre avec un SMS du gendarme Dubois, juste pour prendre des nouvelles. Tu es en sécurité? Je réponds, oui, ils sont venus au bistrot. Je vais bien. Une autre vibration. Le juge Martin cette fois. Ma fille Sarah a une chambre qui se libère dans son duplex, 650 € par mois. Charge comprise. Intéressé? Je fixe le message, la possibilité de murs qui sont vraiment les miens. Mes mains tremblent alors que j'ouvre le site web du cours d'assistante juridique que le juge Martin m'a montré la semaine dernière. La date limite d'inscription est demain. Les cours s'adapteraient à mes horaires de service. Pour la première fois depuis la Garrigue, je me permets d'imaginer une vie au-delà de cette ville, au-delà des chuchotements, au-delà de l'attraction constante des obligations familiales. Une vie où non est une phrase complète, où les limites ne sont pas des déclarations de guerre, mais de simples énoncés de faits. Je réponds au juge Martin. Très intéressé. Quand puis-je la voir? 10 minutes plus tard, je retourne dans la salle du bistrot, cafetière à la main. Madame Dupont et son amie se taisent à mon approche. Encore du café, je demande, ma voix stable. Madame Dupont étudie mon visage, cherchant des failles. Votre pauvre mère m'a appelé ce matin. Elle est hors d'elle d'inquiétude. Je verse le café précisément jusqu'au bord, pas une goutte de renversée cette fois. C'est entre elle et son thérapeute, j'imagine. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. Je passe à la table suivante, sentant quelque chose d'inconnu s'étirer en moi. Pas tout à fait la paix, pas tout à fait le pouvoir, mais quelque chose de proche des deux, qui se renforce à chaque pas que je fais. Une semaine plus tard, j'ai décidé de m'échapper complètement de ma famille, alors je suis venu récupérer tout ce qui restait à la maison. La voiture de gendarmerie tourne au ralenti au bord du trottoir, un gardien silencieux, alors que je glisse la dernière boîte dans le haillon de la voiture de Jacqueline. Le gendarme Dubois se tient les bras croisés, sa présence transformant ma maison d'enfance en territoire inconnu. Avez-vous besoin d'autre chose à l'intérieur, mademoiselle Moreau, demande-t-il, la lumière du soleil scintillant sur son insigne. Juste une dernière chose. Mes pas résonnent dans les pièces, soudainement petites et étrangères. Dans ma chambre, dépouillée de tout sauf des meubles qui n'ont jamais été vraiment les miens, je passe mes doigts le long du rebord de la fenêtre, où je pressais autrefois mon front contre la vitre fraîche, rêvant d'évasion. Les murs renferment 17 ans de plans chuchotés, de calculs griffonnés à la lueur d'une lampe de poche, de promesses que je me suis faites pendant que le rire d'Isabelle flottait d'en bas. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, son visage arrangé dans l'expression qui me paralysait autrefois de culpabilité. Odette, s'il te plaît, on peut en parler comme des adultes. Je ne dis rien, passant devant elle d'un pas mesuré. Ton père n'a pas dormi depuis que tu es parti, crie-t-elle après moi. C'est ce que tu voulais? Les mots glissent sur moi comme de l'eau de pluie. Mon silence lui est inconnu, un langage qu'elle ne peut pas manipuler. Dans le salon, papa fait les 100 pas près de la cheminée tandis qu'Isabelle est perchée sur le canapé, les yeux tachés de mascara observant chacun de mes mouvements. Cette voiture contient des cadeaux personnels que j'ai achetés, annonce Isabelle alors que j'atteins la porte. Je devrais au moins les récupérer. Je me retourne, croisant enfin son regard. Fais en la liste. En voilà au gendarme Dubois, avec les reçus. Sa bouche s'ouvre, puis se ferme. Nous savons toutes les deux que de tels reçus n'existent pas dehors, je glisse sur le siège passager de Jacqueline. À travers le pare-brise, j'observe le tableau de ma famille, 3 silhouettes encadrées dans la porte, soudainement impuissantes sans ma participation à leur drame. Fini, demande Jacqueline en démarrant le moteur. Fini. 40 minutes plus tard, je suis assise en tailleur sur le sol de Jacqueline, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Mon doigt plane au-dessus du bouton, n'hésitant que brièvement avant de cliquer sur « Publier ». L'annonce pour la voiture est en ligne,
à un prix juste en dessous du marché pour garantir une vente rapide. Je ferme les yeux, respirant profondément en créant une nouvelle adresse email, séparant mon identité numérique de celle que ma famille connaît. Cette nuit-là, mon téléphone vibre contre le parquet, le numéro de papa. Je le mets en sourdine sans regarder le message, l'ajoutant à la collection grandissante de menaces et de manipulations ignorées. Ton père a appelé le propriétaire, dit Jacqueline, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. Il a essayé de prétendre que tu avais des dettes impayées qui font de toi un risque locatif. J'accepte le café, sans surprise. Qu'a dit monsieur Grasset? Il a dit à ton père qu'il te connaissait depuis que tu avais 16 ans et que tu débarrassais les tables, et que peut-être il devrait plus s'inquiéter de sa propre cote de crédit. Elle sourit, s'asseyant à côté de moi. Les petites villes, ça va dans les 2 sens. Mon téléphone s'allume à nouveau, le numéro de maman. Contre toute attente, je jette un coup d'œil à l'aperçu du message. Urgence. Appelle s'il te plaît. C'est grave. 10 minutes passent. 20. Mes mains tremblent légèrement, mémoire musculaire de décennies d'appels familiaux urgents, mais je continue de taper des réponses à des demandes d'emploi, laissant le téléphone intact. 1 heure plus tard, il vibre avec un SMS de ma cousine, Sarah. Pour info, ta mère va bien. Elle joue au bridge chez tante Linda. Je pensais que tu devais savoir. Le nœud dans mon estomac se desserre. Un autre test échoué. Le matin amène des alliés inattendus. Mes clients réguliers du bistrot ont formé un cercle de protection après la performance en larmes d'Isabelle hier. Ma sœur a posté un message déchirant sur Facebook mais s'est fait ridiculiser. Madame Gauthier m'arrête entre 2 remplissages de café, sa main burinée attrapant la mienne. J'ai entendu parler de ces bêtises sur les réseaux sociaux que ta sœur a posté, dit-elle. Ne t'inquiète pas. On a remis les pendules à l'heure au groupe de prière de la paroisse. Quelques jours plus tard, la femme du curé me demande de manière pointue ce qui s'est passé dans la garrigue alors qu'Isabelle est figée au comptoir de la pharmacie. Le gendarme Dubois mentionne l'affaire d'abandon à la quincaillerie où mon père achète son matériel de pêche. Le juge Martin parle discrètement avec le conseil paroissial des schémas familiaux troublants après la messe du dimanche. Le réseau de communication invisible de la ville, autrefois utilisé comme une arme contre moi, porte maintenant un cours en différents points puis, un lundi matin, mon téléphone sonne avec une notification par email. La voiture est vendue. Prix demandé complet. En espèces. À récupérer. Demain. Mon billet pour Marseille est devenu réel. 30 minutes plus tard, un greffier du tribunal appelle. Mademoiselle Moreau, votre audience pour la mesure d'éloignement a été avancée. Le juge Franklin a examiné les preuves, en particulier les incidents de conduite antérieure. Elle a été accordée. Je raccroche, les mains stables pour la première fois depuis des semaines. 2 heures plus tard, un autre appel, mon employeur potentiel à Marseille. Nous aimerions vous offrir le poste, dit le directeur des ressources humaines. En fait, nous pouvons faire un peu mieux que le salaire dont nous avons discuté. Ce soir-là, papa appelle d'un numéro inconnu. Sa voix manque de sa résonance habituelle quand je réponds. On devrait négocier, dit-il, le mot étranger dans sa bouche. Trouver un arrangement qui convienne à tout le monde. Je regarde le coucher de soleil par la fenêtre de la cuisine de Jacqueline, le même ciel de Provence qui a été témoin de mon abandon assiste maintenant à ma renaissance. Il n'y a rien à négocier, je lui dis doucement. Je ne vous demande plus rien. Je mets fin à l'appel alors qu'Hélène, une amie de l'église de ma mère, m'envoie un texto, je pense à toi. Ta mère nous a manqué à la kermesse ce soir. Plusieurs personnes posent des questions. Leur monde se rétrécit juste au moment où le mien s'élargit, la balance se rééquilibrant, enfin et complètement. Une semaine plus tard, un mardi après-midi, après avoir terminé mon service, la lettre tremble dans ma main alors que je la relis, l'écriture appartenant sans équivoque à Madame Perrin, notre amie de la famille depuis 20 ans. L'état de santé cardiaque de ton père s'est aggravé avec le stress. Le médecin dit que la guérison familiale est essentielle à son rétablissement. Ta mère promet que les choses seront différentes maintenant. S'il te plaît, viens pour un dernier dîner en famille avant de quitter la ville, jeudi à 6 heures. Je plie le papier le long de ses plis et le glisse dans ma poche. Le poids familier de la manipulation s'installe dans mon estomac, mais quelque chose a changé. La sensation ne me paralyse plus. J'ai appelé le médecin pour vérifier l'état de mon père, et le médecin a confirmé qu'il ne l'avait pas vu depuis des mois.
Tu n'es pas obligé d'y aller, dit Jacqueline depuis sa position sur le canapé, les pieds posés sur une table basse jonchée de manuels d'assistante juridique. C'est ça l'avantage des limites, tu peux les faire respecter. Oh, je sais. Je ferme la fermeture éclair de mon sac de voyage. Marseille m'attend vendredi, nouvel appartement, nouveau travail, nouvelle vie. Mais j'ai besoin de ça, pour moi. Jacqueline fait tourner ses clés de voiture. J'attendrai dehors. Au premier signe de problème, j'arrive avec des cornes de brume et des confettis. Je hoche simplement la tête et finis de faire mes bagages. Le jeudi soir, le trajet vers la maison de mon enfance se passe en silence. Chaque point de repère que nous passons, le bistrot où j'ai fait des doubles services, la banque où j'ai déposé chaque pourboire, le lycée où Isabelle était la fille la plus populaire pendant que je travaillais le week-end me donne l'impression de tourner les pages d'un livre que j'ai enfin fini de lire. Jacqueline se gare de l'autre côté de la rue. Tu vas y arriver, dit-elle en me serrant la main. Souviens-toi de ce qu'a dit le juge Martin. N'entre pas dans la manipulation émotionnelle. Tiens-t'en aux faits. Je récite les mots qui sont devenus mon mantra. Et je mérite la paix. La maison de mes parents a l'air plus petite, en quelque sorte. La porte d'entrée s'ouvre avant que je ne l'atteigne. Ma mère apparaît, les bras tendus, portant le gilet jaune qu'elle réserve pour l'église et les photos de famille. Odette, murmure-t-elle, la voix épaisse d'une émotion répétée. Tu es venue. Je passe outre son étreinte. Le tableau de la salle à manger pourrait remporter des prix pour sa nostalgie calculée. Mon père est assis au bout de la table, son visage arrangé en un masque de préoccupation patriarcale. Isabelle occupe sa place habituelle à sa droite, les yeux rougis et jetant des regards nerveux vers moi. Mes plats préférés d'enfance encombrent la table, poulet rôti, purée de pommes de terre, gratin de haricots verts. Des albums photos sont posés contre le centre de table. Une boîte de médicaments est bien en évidence près du verre d'eau de mon père. Assieds-toi, Odette. Papa fait un geste vers mon ancienne place. Un dîner de famille n'est pas complet sans tout le monde. Je reste debout, serrant le dossier que j'ai apporté. Comment va ton cœur, papa? Sa main touche réflexivement sa poitrine. Le médecin dit que le stress est le principal facteur. Intéressant. Je pose mon dossier sur la table. Parce que j'ai appelé le docteur Chevalier il y a 2 jours. Il ne t'a pas vu depuis 8 mois, et ton dernier bilan montrait une santé cardiaque parfaite. Le silence s'étend comme la chaleur du soleil. Papa se remet le premier. Les liens du sang sont plus forts que tout, Odette. Quels que soient les problèmes que nous avons eus. Ce n'est même pas la bonne citation, je l'interromps. Le proverbe complet est « Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice ». Cela signifie que les relations que l'on choisit sont plus fortes que les liens familiaux imposés. Ça veut dire, enchaîne Isabelle, les larmes coulant. J'étais jalouse de ton indépendance. De la façon dont tu as toujours su ce que tu voulais. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Je ne suis pas venu pour des excuses. J'ouvre mon dossier. Je suis venu parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi. Une par une, je dépose mes preuves. Un calendrier d'enfance codé par couleur pour montrer les activités d'Isabelle par rapport à mes corvées. Des relevés bancaires soulignant des milliers d'euros dépensés pour elle pendant que je travaillais. Des articles de psychologie sur la dynamique de l'enfant doré et du bouc émissaire, des passages surlignés brillants sous la lumière de la salle à manger. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La voix de ma mère vacille. De la documentation. Je tapote le dossier. Chaque événement scolaire manqué parce que quelqu'un devait aider à la maison. Chaque fois que ma voiture a été empruntée sans permission. Chaque urgence familiale qui coïncidait mystérieusement avec mes entretiens d'embauche. Le visage de mon père s'assombrit. Tu as tenu des registres. Contre ta propre famille? J'ai tenu des registres parce que personne d'autre ne reconnaissait ma réalité. Ma voix reste stable, me surprenant même. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je n'étais pas folle. Ma mère se lève, les mains agitées. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est exactement le problème. Les mots coulent sans répétition. Vous n'avez jamais vu ce que j'ai fait pour vous. Les doubles services. Les projets annulés. Les rêves reportés. Vous appeliez ça le devoir familial quand ça vous arrangeait et de l'égoïsme quand ça m'arrangeait. Isabelle tend la main vers moi à travers la table. Je recule.
Je ne suis pas ici pour la réconciliation, dis-je en croisant chaque paire d'yeux. Je suis ici pour tourner la page. Je vous libère de toute obligation envers moi et je me libère de toute obligation envers vous. Je pose ma clé de maison sur la table. La petite clé en laiton qui représentait autrefois le foyer symbolise maintenant une porte que je choisis de fermer. Et Noël ? Demande ma mère d'une petite voix. Pâques ? Je serai avec des gens qui respectent mes limites. Je rassemble ma documentation, la glissant dans le dossier avec une précision calme. Je vous souhaite de guérir. Vous tous. Mon père se lève, la colère remplaçant son inquiétude calculée. Si tu sors par cette porte. Tu feras quoi, je demande, vraiment curieuse. M'abandonner dans la garrigue. Prendre ma voiture? Remettre en question ma valeur? Vous avez déjà fait le pire. Isabelle sanglote dans ses mains. Ma mère serre son gilet et mon père se dresse avec une rage impuissante. La scène devrait me dévaster. Au lieu de cela, je ressens une curieuse légèreté. Au revoir, dis-je simplement. Je sors sans larmes ni drame, fermant la porte avec une finalité douce. L'air de la nuit remplit mes poumons de quelque chose qui ressemble remarquablement à la liberté. Jacqueline attend dans sa voiture, la vitre baissée. Tu l'as fait, dit-elle, sa main chaude sur mon épaule. Je l'ai fait. Je regarde la maison une dernière fois. Maintenant, je peux commencer. Nous nous éloignons du passé, vers l'horizon de demain. Pour la première fois en 25 ans, mes épaules ne portent que leur propre poids. 6 mois plus tard, le soleil du matin filtre à travers des rideaux vaporeux, peignant des motifs dorés dans mon petit appartement de Marseille. Je passe mes doigts sur le manuel d'assistante juridique sur mon bureau, les marques de surligneur fluo transformant le jargon juridique en tremplin vers mon avenir. Mon premier chèque de paie, encore dans son enveloppe, est épinglé sur le tableau de Liège au-dessus, preuve tangible que le service au bistrot de Marthe est enfin derrière moi. Je m'arrête avant d'appeler la compagnie de téléphone. Une profonde inspiration, puis une autre. J'aimerais changer mon numéro de façon permanente, dis-je au représentant du service client, ma voix stable. Quand elle me demande si je veux informer quelqu'un du changement, je dis simplement « non, merci ». Le petit déclic lorsque je raccroche semble monumental. 6 mois plus tard, je conduis ma Clio d'occasion le long de cette même portion de départementale. Le volant est différent sous mes mains, cette voiture, achetée avec mon propre argent, choisie pour sa fiabilité plutôt que pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Je reconnais le kilomètre où Isabelle m'a abandonné, mais aujourd'hui, je m'arrête par choix. Le coucher de soleil provençal transforme le paysage en une aquarelle, le cramoisi et l'or baignant la garrigue. Je sors, mes bottes crissant sur le gravier, et respire profondément. L'immensité qui me terrifiait autrefois me semble maintenant être une possibilité s'étirant vers l'horizon. Vous faites des progrès, m'a dit le docteur Schaeffer lors de ma séance de thérapie d'hier. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des définitions saines de là où vous terminez et où les autres commencent. Ces limites m'ont permis de construire quelque chose de nouveau. Des repas partagés le mardi avec des collègues, des randonnées le week-end dans les calanques avec des Marseillais devenus des amis, des après-midi du dimanche à faire du bénévolat au foyer pour femmes La Clé des Champs, où je m'assois en face de femmes dont les yeux reflètent ce que les miens contenaient autrefois. Je comprends ce que c'est que de se sentir piégé, je leur dis, et je le pense. Noël dernier, au lieu de m'infliger une autre performance d'harmonie familiale, je suis allé chez les parents de Jacqueline, à 3 heures au nord. Sa mère m'a serré dans ses bras sans attente, son père a découpé le chapon sans commenter mes choix de vie. Ils ont posé des questions et ont réellement écouté mes réponses. Et la sonnette de l'appartement interrompt mes souvenirs, ma pendaison de crémaillère est modeste mais pleine de sens. Le gendarme Dubois arrive le premier, venu de ma ville natale avec le juge Martin. L'endroit est sympa, dit Dubois en me tendant un cactus en pot. Ça te va bien, fort, indépendant. Marthe du bistrot entre en trombe avec sa fameuse tarte tatin. Enfin, dit-elle en me serrant la main, quelqu'un a apprécié ta valeur. Plus tard, vers levé dans mon salon, le juge Martin porte un toast au nouveau départ et à la famille de cœur. Le groupe de soutien que j'ai créé se réunit le jeudi au centre social. Parole de bouc émissaire sonne dramatique, mais le soulagement sur les visages des gens quand ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls vaut toute la gêne. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre anonyme de ma ville natale. Te voir te défendre m'a donné le courage de faire de même. Quand le numéro d'Isabelle apparaît sur mon téléphone après qu'elle l'a supplié à Jacqueline, je réponds calmement. J'écoute ses explications, sa timide branche d'olivier.
Je te souhaite de guérir, je lui dis quand elle s'arrête enfin, mais mes limites restent les mêmes. La paix simple que je ressens en raccrochant me surprend. Leur approbation ou leur absence ne me définit plus point aujourd'hui, en conduisant les fenêtres baissées sur la route, le vent emmêlant mes cheveux, j'aperçois mon reflet dans le rétroviseur. La femme qui me regarde a de la force dans les yeux et de la paix dans le sourire. La campagne s'étend, infinie et magnifique, autour de moi. Ce n'est plus un piège, mais un témoignage du chemin que j'ai parcouru. Qu'auriez-vous fait à la place d'Odette? Auriez-vous porté plainte contre votre sœur? Ou la mesure d'éloignement était-elle suffisante?